Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur la nouvelle directive européenne sur la transparence salariale. Ce texte, adopté en 2023, vise à favoriser l'équité salariale et à lutter contre les discriminations en matière de rémunération au sein de l'Union européenne. Alors il doit être transposé en France au plus tard le 7 juin 2026 et à ce titre, une concertation a débuté avec les partenaires sociaux et le ministère du Travail annonce un prochain projet de loi qui doit être normalement déposé à l'automne prochain. Alors quels seront les grands bouleversements induits par cette directive sur la transparence salariale? Quelles seront les pratiques RH impactées? Comment les entreprises doivent se préparer? Ce sont ces questions que nous allons poser à Leslie Nicolai, avocate associée et cofondatrice du cabinet Factory Avocat. Bonjour Leslie Nicolai. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de votre cabinet Factory Avocat. Alors on va parler de la directive européenne sur la transparence salariale. Alors, est-ce que les entreprises doivent-elles craindre la future loi de transposition de cette directive? Plutôt que de la craindre, je pense qu'il est impératif de l'anticiper, cette directive, parce qu'effectivement, ça va marquer un changement en profondeur des pratiques en matière salariale dans les entreprises, à plusieurs niveaux, parce que notamment en lien avec l'obligation de communiquer de manière beaucoup plus large sur les niveaux de rémunération, la manière dont est fixée la rémunération et la structure de la rémunération. Donc, c'est pas tant qu'il va falloir la craindre, c'est plutôt qu'il va falloir l'anticiper pour bien être prêt au moment de la loi de transposition qui interviendra prochainement. Il faut la voir aussi, cette directive, comme une opportunité, donc une opportunité de retravailler en fait sur ces politiques de rémunération, ce qui va permettre à la fois de fidéliser les personnes dans l'entreprise quand on est bien en termes de politique de rémunération, un moyen d'attirer des nouveaux talents, un moyen de valoriser sa marque employeur et aussi un moyen de prévenir surtout les contentieux en inégalité de traitement. Alors, quels seront les changements majeurs induits par cette directive sur la transparence salariale, à la fois pour les entreprises et pour les salariés? Alors, il va y avoir pas mal de changements en lien avec cette directive, notamment un changement des pratiques et de la structuration de la donnée RH et de la donnée paye. Si on doit se concentrer vraiment sur l'évolution majeure, donc la plus grande, c'est un renforcement du droit à l'information, donc un renforcement du droit à l'information à destination de principalement 4 populations. La première population, c'est les candidats, puisque les candidats vont devoir recevoir, donc maintenant dès les offres d'embauche, une information soit sur la rémunération initiale, soit sur la fourchette de rémunération en lien avec l'emploi sur lequel ils postulent. Le deuxième point, c'est qu'en parallèle, les employeurs, eux, n'auront plus le droit de demander aux candidats leur historique de rémunération. Ces mesures, elles ont pour but, en fait, de permettre une négociation éclairée des candidats et surtout de résorber des écarts qui auraient pu intervenir par le passé. La deuxième population qui va recevoir une information renforcée, ce sont les salariés, puisque les salariés vont avoir le droit de demander et de recevoir par écrit des informations sur leur niveau de rémunération individuelle, mais aussi sur la moyenne de rémunération pour des emplois de même valeur au sein de l'entreprise. Et cette information est d'autant plus importante que les employeurs vont être obligés d'informer chaque année les collaborateurs, donc leurs salariés, du fait qu'ils ont le droit de recevoir cette information. La première année, il va certainement y avoir énormément de demandes en lien avec ça, puisque les salariés vont être informés qu'ils ont la possibilité de recevoir ces informations. Autre instance qui va recevoir des informations, c'est une haute autorité administrative, comme c'est prévu dans la directive. Donc, a priori, en France, ça sera le Haut Conseil des rémunérations. Le Haut Conseil des rémunérations recevra de manière périodique et en fonction des effectifs de chaque entreprise des informations sur 7 indicateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs, pour la plupart, sont nouveaux, puisque on avait déjà des communications qui étaient faites dans le cadre de l'index égalité professionnelle, mais en fait, il y a une donnée qui est similaire à l'index égalité professionnelle, qui est la donnée sur le salaire en général, mais en fait, il y a 6 autres nouveaux indicateurs désormais qui vont sur lesquels on va devoir communiquer. Et notamment parmi ces 6 indicateurs, je vais faire un tout petit focus sur l'un d'entre eux, qui est la proportion de salariés de chaque sexe par quartile. Ça veut dire que les entreprises vont devoir découper leurs effectifs en 4 groupes, donc là, tout métier confondu, ça ne sera pas par catégorie d'emploi. Et en fait, donc on découpera la population en 4 groupes égaux, et on regardera au sein de chaque groupe la proportion d'hommes et de femmes. Ça risque de mettre en exergue le fait que, par exemple, dans une entreprise, on se retrouve avec énormément de femmes dans les quartiles le plus bas et moins d'hommes, et beaucoup d'hommes dans le quartile le plus haut et moins de femmes. Dans certaines entreprises, évidemment. Je ne pense pas que toutes les entreprises en France sont structurées de cette manière-là. Ces données-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont être beaucoup plus parlantes en fait, que ce qui existe aujourd'hui dans le cadre de l'index EGAPRO, où comme vous le savez, en fait, c'est une note finalement sur 100, mais qui n'est pas très parlante, avec des données qui sont un peu obscures, on ne sait pas trop comment elles sont calculées, toutes les entreprises ne les calculent pas de la même manière. Là, ça va être quand même beaucoup plus parlant, on va avoir des pourcentages, on va avoir un accès à l'information beaucoup plus clair. Donc ça permettra de mettre en exergue effectivement des entreprises qui ne seraient pas très respectueuses du principe d'égalité. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur ces 7 indicateurs, il y en a 6 qui seront portés à la connaissance du public.
public. Donc on ne sait pas exactement par quel moyen, mais très concrètement, ça risque d'être de la même manière qu'aujourd'hui diffusé sur le site internet des entreprises lorsqu'elles en ont un. Ça va pousser les entreprises finalement à être plus respectueuses de ces principes d'égalité professionnelle parce que plus visibles quand elles ne les respectent pas. La dernière grande famille qui va recevoir des informations supplémentaires, ce sont les représentants du personnel, et donc en France, a priori, le CSE, qui sera totalement associé à ces indicateurs dont on vient de parler, puisque désormais, l'employeur devra leur donner accès aux méthodologies utilisées pour déterminer les différents indicateurs. Là où aujourd'hui, il y avait quand même une forme d'obscurité sur la méthode en fait, utilisée pour l'index égalité professionnelle pour déterminer les données de l'index. Aujourd'hui, comme ils auront accès à la méthode, il y aura très certainement un contrôle un peu plus important de leur part, et donc il y aura une consultation qui sera faite des représentants du personnel sur l'exactitude des données utilisées et communiquer. Donc, on a quand même 4 nouveaux acteurs majeurs dans la problématique de la directive Pay Transparency. Donc, comme on l'a dit, les candidats, les salariés, la haute autorité et les représentants du personnel. À côté de ces personnes-là, il y a aussi d'autres autorités ou instances qui seront associées, en particulier l'inspection du travail qui recevra également des informations, le défenseur des droits qui recevra également des informations. Donc, on voit qu'il y a un très très fort renforcement de ce droit à l'information et de cet accès à l'information. Alors on voit qu'il y a beaucoup de changements à venir et beaucoup d'acteurs potentiellement concernés. Alors comment les entreprises doivent-elles se préparer justement à cette future directive? Alors la première étape pour les entreprises pour se préparer à l'entrée en vigueur de la transposition et de la directive, ça va être de structurer la data RH parce que il y a beaucoup de données qui vont être impactées, les rémunérations fixes, les rémunérations variables, trier les populations par emploi de même valeur pour savoir avec qui on va se comparer, par sexe. Donc ça va nécessiter tout un travail de préparation des données, d'audit des données et de mise en conformité finalement de ces données pour pouvoir bien les utiliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de repenser la politique de rémunération puisque il y aura beaucoup de moins de place à l'arbitraire. Donc, par exemple, exit tout ce qui était les bonus discrétionnaires, etc. Il va falloir qu'on puisse justifier finalement de toutes les actions qu'on prend en matière de rémunération. Et il va y avoir aussi une nécessité de pouvoir mettre en place une traçabilité en fait des décisions qui vont être prises en matière de rémunération. On devra pouvoir justifier dans le temps, pas uniquement à un instant T, mais même pour l'avenir, pourquoi on a pu prendre telle ou telle décision en matière d'augmentation, pourquoi telle personne a une rémunération variable et pas une autre. Il y a des moments dans lesquels ça sera évident, par exemple, expliquer pourquoi un commercial a un véhicule de fonction, ça peut paraître simple. Il y a des moments où ça sera moins évident, notamment parce que je pense aux heures complémentaires. Pourquoi telle personne a eu des heures complémentaires et pas une autre? Pourquoi on a octroyé un bonus à la directrice des ressources humaines et pas au DAF, alors que peut-être que ça peut être considéré comme des emplois de même valeur. Donc il va y avoir tout cet enjeu de justification, d'explication, de traçabilité, surtout que dans les entreprises, on le sait, ça vit, donc il peut y avoir du turnover. Donc quelqu'un qui a pris une décision à un instant T sera peut-être pas la même personne 2 ans plus tard quand on devra en justifier. Donc il faudra vraiment penser à anticiper ces sujets-là. Et le troisième point qui est majeur, c'est l'accompagnement du changement. Tous les niveaux dans l'entreprise vont être impliqués dans les nouvelles pratiques en matière de rémunération. Il va y avoir une politique à repenser, donc peut-être avec la direction générale, des enjeux de marque employeur avec la direction communication, des enjeux de structuration de la donnée financière et d'anticipation d'éventuels écarts qui pourraient survenir, puisque aujourd'hui il y en a certainement déjà des écarts qu'on va devoir déjà justifier, qui risquent d'être mis en lumière par la directive. Donc aussi un enjeu avec la direction financière pour anticiper d'éventuels passifs sociaux. Et puis alors évidemment la direction des ressources humaines, les directions de ressources humaines qui doivent s'y préparer de manière significative avec leurs équipes, former les managers sur le terrain parce qu'il va y avoir un enjeu aussi de justification donc en matière d'évaluation des salariés, former les managers à bien faire leurs entretiens d'évaluation, à bien tracer les données comme on venait de le dire et à bien se préparer. La difficulté qui pourrait émerger si tout ça n'est pas prêt, c'est qu'il y a un nouveau point qui est prévu dans la directive également, c'est que lorsqu'il y a un écart de 5% des rémunérations qui seraient constatées, ça déclenchera une nouvelle obligation qui sera l'évaluation conjointe des rémunérations à faire avec les représentants du personnel, donc avec le CSE en France, qui devra élaborer un rapport pour recenser les écarts et voir selon quelle méthode on peut déployer pour y remédier. Merci beaucoup Leslie Nicolai. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre site liaisonsociale.fr.